Bonjour à toutes et tous. Donc notre table ronde sur les normes et l'éco-conception. Donc quel levier pour des expositions plus durables. Alors c'est un sujet qui est assez technique. On va essayer de pas le rendre un petit peu plus ludique. Voilà. Et donc tout d'abord je vais présenter les différents intervenants de cette table ronde. Donc David Liot, donc conservateur général du patrimoine, inspecteur des patrimoines au collège-musée de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation du ministère de la Culture, président de la commission de normalisation, donc conservation des biens culturels, et animateur donc du groupe d'experts sur l'exposition des expositions. Ensuite, donc à sa gauche, Svitlana Grand-Chavin, qui est donc chef de projet AFNOR, normalisation, donc département d'ICEM, ingénierie, construction, cycle de l'eau et matériaux, donc en charge du secrétariat, donc, et notamment de la commission nationale CNCBC pour l'AFNOR. Un programme. Donc elle assure également donc, le secrétariat de ce groupe d'experts sur la normalisation de l'éco-conception. Ensuite, donc, à ma gauche, Isabelle Colson, qui est ingénieure conseil donc, au bureau de l'expertise architecturale, muséographique et technique du service des musées de France, donc au ministère de la Culture, qui anime donc, le groupe d'experts miroirs français GEVTR et celui européen WG15. Voilà, donc divers groupes en fait et experts de cette norme. Hervé Gros-Carré, qui est muséographe, donc en charge de la nouvelle exposition de référence du musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds en Suisse et expert donc du groupe sur l'éco-conception et de la normalisation. Fanny Legros, enfin, donc qui est fondatrice de Carbone Prod, agence d'éco-conception donc pour les ICC, et cofondatrice de Plint, qui est une plateforme de réemploi d'objets scénographiques. Donc expert du groupe également. Donc voilà, donc un groupe un petit peu pluridisciplinaire avec des personnes donc, de l'administration centrale, ministère de la Culture et l'AFNOR et donc des professionnels scénographes. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, je voulais rappeler un petit peu un contexte général pour le ministère et la publication donc, en décembre 2023 du guide d'orientation donc, et d'inspiration pour la transition écologique de la culture, qui est un document donc, qui est stratégique et qui a été construit en fait, de façon participative avec divers acteurs du monde, pas que des musées, des institutions culturelles, d'administration centrale, des établissements publics, des établissements autres culturels et des services déconcentrés du ministère. Et c'est donc une approche transversale autour de différents enjeux environnementaux, avec différents axes pour de nouvelles pratiques durables en fait. Voilà, donc on en reparlera un petit peu avec David tout à l'heure. Donc toutes les institutions culturelles sont concernées donc transversalement par l'ensemble des actions de ce guide, préconisées par ce guide. Et donc doivent intégrer donc la transition écologique dans toutes les pratiques. Donc pour répondre bien évidemment aux obligations de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, 2040, 50. Voilà, donc on a des objectifs et on espère les atteindre avec diverses actions. Donc l'action, elle doit être systémique puisqu'elle touche tous les sites avec tout ce que ce soit les équipements, les enveloppes des bâtiments, les équipements techniques, mais aussi toutes les activités sectorielles telles que la gestion, la conservation, la restauration des collections, des expositions ou encore la médiation et le numérique. Donc, dans ce cadre, donc, le ministère
accompagne les musées et toutes les institutions culturelles dans cette transition pour devenir donc des institutions sobres et durables. Et s'agissant plus particulièrement donc, du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'exposition des expositions, donc un grand nombre d'institutions sont déjà emparées de ces sujets, avant même que le ministère s'y plonge au travers de ce guide. Et donc plein d'actions ont été entreprises, que ce soit le réemploi au maximum de mobilier, de caisses, de socles, de podiums, pour les expositions et en itinérance également. La constitution de prototypes de simèses réutilisables, l'utilisation de matériaux moins polluants tels que dans le domaine de la peinture, ou encore la valorisation des collections permanentes et de leur modularité. On peut citer quelques exemples. Alors, je vais parler des musées de France, puisque je connais un petit peu mieux, c'est le secteur dans lequel j'opère. Donc, dans les musées, donc, bien évidemment, les grands musées nationaux se sont apparus, mais on a des petits et des moyens musées, comme le musée de Cluny, qui via l'établissement public du Grand Palais Réunion des musées nationaux, a organisé une consultation pour mutualiser des expositions et des scénographies, plus exactement, de deux prochaines expositions qui sont Moyen-Âge au 19e et licorne, donc mutualisation. Le musée de Compiègne, du château de Compiègne, qui réutilise le matériel scénographique depuis déjà quelques années, des vitrines modulables, réemploi de socles, de cloches, de simèses. Les simèses sont même démontées par une association d'insertion locale, et celle-ci les redonne à de plus petites structures associatives. On a encore dans les territoires, le musée de la ville de Reims qui alloue un crédit carbone prédéfini donc aux expositions temporaires. Les musées de Bretagne qui allongent leurs expositions à 10 mois, donc en mettant en valeur leurs propres expositions. Ou encore le musée départemental d'art antique qui privilégie donc les matériaux durables et réfléchit à la rédaction des marchés et à la mise en place de partenariats avec des associations de recyclage et de réemploi. Donc plein d'actions ciblées qui existent, mais au-delà donc de ces actions ciblées, il faut surtout concevoir les expositions avec une vision systémique, donc en questionnant l'ensemble de la chaîne, de la conception jusqu'à l'exploitation maintenance, voire même le démontage. Aussi, donc je me tourne tout d'abord vers David Liot, pour préciser pourquoi et comment surtout le ministère de la Culture, donc en lien avec l'association de scénographes XPO, a mis en place un groupe de travail ad hoc, donc avec la FNOR également, pour normaliser l'éco-conception des expositions. Donc voilà, David. Est-ce qu'on oui, on m'entend. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très, très, très touché, très, très ému de voir autant de monde intéressé par ce sujet autour de la norme. La norme qui pourrait paraître un sujet un peu... Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui, d'accord. Rébarbatif, et qui en même temps est lié à ce fameux guide d'orientation et d'inspiration. C'est vrai qu'il y a les mots orientation et inspiration, voilà, qui me plaisent beaucoup. Grâce aux hauts fonctionnaires au développement durable, donc Karine Duquesnoy et Patrick Commois. Passer la slide peut-être. Alors moi je suis en fait président de la commission de normalisation à FNOR et par ailleurs conservateur général au ministère de la Culture au sein de la direction à l'inspection, la recherche et l'innovation. Mais je vais plutôt intervenir aujourd'hui surtout en tant que président de cette commission. Donc cette commission de conservation des biens culturels, elle produit des normes. Donc tout cela va vous être expliqué par Svitlana et par Isabelle. Il y a des normes sur les vitrines, sur l'éclairage. Donc ce sont des normes qui nous intéressent par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. En même temps, l'écueil peut-être aujourd'hui, c'est d'avoir à croiser tous les apports de toutes ces réflexions sur ces normes. Donc on a tout un travail aujourd'hui sur la normalisation de l'éco-conception des expositions temporaires et permanentes. On a déjà à se mettre peut-être d'accord et trouver un ADN commun sur un plan national avant de peut-être pouvoir proposer notre projet qui est franco-français à ce jour à l'échelle européenne, voire peut-être à un moment donné à l'échelle internationale.
Alors, ce projet de norme qui est porté à la fois par la FNOR et par le ministère de la Culture, c'est un projet, c'est une démarche volontaire, c'est un outil de pilotage, c'est un référentiel qui a vocation à avoir une vision si macro, c'est-à-dire qu'on parle d'exposition temporaire, mais il faut aussi parler de la transition écologique au sein des établissements. On parle d'éco-conception, il faut aussi parler d'éco-responsabilité, ça c'est tout à fait important. Alors on ne va pas redire l'implication des musées concernant la transition écologique, concernant l'éco-conception des expositions. On sait que les musées de société sont quand même très, très novateurs à ce sujet depuis très, très longtemps. Mais depuis quelques années, on voit que ce mouvement s'accélère. Il s'inscrit dans un contexte d'actualité constante, jusqu'à des articles depuis un an assez intéressants qui nous obligent à nous interroger sur effectivement les contours, les atouts et les écueils de cette démarche. Il faut aussi savoir et redire que notre démarche s'inscrit dans un contexte concernant notamment le dérèglement climatique assez anxiogène, mais qu'il y a aussi dans ce contexte des solutions positives. Donc à nous de nous situer. Et c'est vrai que derrière ce projet de norme, il y a quand même aussi une approche quelque peu militante. Donc, ce qui est intéressant, c'est cet intérêt, ce regain d'intérêt, qui ne part pas de rien. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'ont pu apporter les écomusées, qui d'ailleurs se sont réunis, leur fédération à Dijon, la semaine dernière, sur la transition écologique. Mais lors du grand congrès international d'ICOM en 2022, c'était déjà aussi le sujet. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'a été voté, et il faut le rappeler, la nouvelle définition du musée dans laquelle on peut lire qu'il faut encourager à la fois la diversité et la durabilité avec la participation des communautés. Donc on voit bien que voilà, on est en 2022 avec ICOM International. Il y a tout un contexte international qui évolue, beaucoup d'actualités, et puis un contexte géopolitique qui parfois peut se révéler porteur de recul ou porteur d'innovation. Donc la transition écologique, la biodiversité, ce sont des sujets effectivement importants qui nous obligent à être responsables, non seulement au niveau du projet d'exposition, mais être responsables aussi sur un plan social, environnemental. Il s'agit pour nous, à tout niveau, quel que soit le musée, le format d'institution, son ADN, d'agir toujours local, de penser global, comme le disait d'ailleurs l'écologue René Dubois, à l'origine du programme des Nations Unies sur l'environnement en 1972, et cela date. Donc, si j'ai amorcé mon intervention avec ces images, c'est juste peut-être pour illustrer de manière un peu, concrète, les interrogations, les évolutions des musées, les évolutions des messages des musées sur ces sujets. Et là, vous avez trois vues du musée de la Marine, musée national de la Marine, qui a rouvert en fin 2023. Et vous avez au milieu donc, cette tempête du peintre Gudin, donc, qui exprime la fragilité de l'homme face à la planète, face aux éléments. Vous avez à gauche la suggestion de containers qui rappellent les flux et que finalement on est complètement interdépendants sur un plan planétaire les uns par rapport aux autres. Et puis vous avez sur la droite, pour moi, la question de l'énergie, des énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'elles sont? Quelle est leur importance aujourd'hui? Quelles évolutions il faut envisager pour les générations futures? Donc je trouvais c'est intéressant de commencer par une vue à partir là d'un parti pris, deux partis pris scénographiques qui visiblement, en tout cas, recueillent un certain succès. Alors, je le disais, c'est vrai que les actualités ne sont pas toujours simples et parfois critiques concernant la normalisation. En fait, beaucoup disent qu'on est face à des défis. Il y avait cet article dans le Journal des Arts en juin 2024 sur les musées au défi de la décarbonation. Et Castelin, donc le journaliste, disait que
on s'apercevait qu'on manquait quand même de données chiffrées, d'unités de mesure, et que finalement tout cela n'était pas bien compris de la plupart des usagers des musées, si ce n'est des hyper spécialistes. Il rappelait aussi notre dépendance, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, avec tous ces flux et les containers par rapport à un contexte international, et que même si nous on consomme moins de plastique et de moins, peut-être un peu moins, ou de moins en moins en tout cas en Europe, on sait que dans d'autres pays ce n'est pas du tout le cas, et qu'en même temps c'est bien que le plastique ne se cantonne pas qu'à certaines frontières, et que sur notre planète à 70% d'eau et de mer, le plastique de toute façon circule naturellement, on va dire maintenant, un peu partout. Et puis il posait la question des publics, parce qu'effectivement sur la question des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les publics qui certainement occasionnent l'essentiel de ces émissions, et que on n'a pas non plus là forcément envie de s'y attarder trop, parce que les publics, ça fait partie quand même de nos missions principales. Un musée, c'est une collection, mais ce sont des publics, c'est un bâtiment, c'est un territoire avec ses habitants. Donc voilà, donc il était important, intéressant de lire cet article, de le relire, je l'ai relu là récemment, et en fait il dit justement qu'il faut qu'on soit des acteurs crédibles, et qu'on a justement à développer des référentiels, qu'on a à mesurer. Et j'en arrive à ce projet de normes qui est tout à fait essentiel, car il nous oblige justement à rassembler, à finalement mutualiser toutes nos expériences que nous vivons en tant que professionnels. Alors en tant que professionnels fonctionnaires dans les musées, dans les équipes de musées, mais aussi en tant que professionnels hors musée, professionnels de la scénographie, professionnels à tout niveau. C'est vrai que derrière un projet de musée, il y a de toute façon une équipe extrêmement importante, et qu'il faut qu'on se trouve un vocabulaire en commun. À côté, je vous ai juste mis, mais c'est simplement pour vous dire que tout cela concerne aussi la recherche, est pris très au sérieux par le ministère de la Culture, et qu'il y a eu un numéro Culture et Recherche sur justement l'urgence écologique qui complète finalement cet article du Journal des Arts. Donc le ministère est engagé, s'engage, a besoin maintenant effectivement de peut-être mutualiser les énergies, et ce projet de norme finalement tombe à point. On y a réfléchi, on avait commencé à y réfléchir dès 2022, mais en fait on sentait bien, moi le premier, qu'on n'était peut-être pas suffisamment mature à ce niveau-là. On sent que depuis 2 ans, c'est une réflexion qui vraiment s'est étoffée, se nourrit de beaucoup de retours d'institutions sur un plan national, mais aussi sur un plan international. On peut penser notamment au Canada, mais comme l'a rappelé Gaël, en France, véritablement, on est force de proposition et on est porteur de beaucoup d'initiatives. Alors je rappellerai que ce projet de norme, on a beaucoup hésité, on ne savait pas trop jusqu'où on irait. Est-ce que c'était pertinent? Est-ce que ce serait bien compris? La norme, ça apparaît comme sérieux, comme contraignant, comme imposant des cadres, ce qui n'est pas le cas, et Svitlana en parlera tout à l'heure. La norme est volontaire et libre à chacun de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Il faut rappeler que la question de la transition écologique a été lancée de manière importante par la ministre de la Culture en septembre 2022 au Centre Pompidou, et que des axes de travail ont été déclinés à ce moment-là. Je ne vais pas vous les citer tous, Gaël les a déjà en partie cités, mais on a surtout retenu pour notre projet de normes créer autrement de nouvelles pratiques durables, ce qui nous a paru tout à fait essentiel. On s'attarde aussi bien évidemment sur la question du numérique culturel. Ça, c'est tout à fait important. Ce qu'on peut constater effectivement, c'est, je ne sais plus où j'en suis, je me perds dans les feuilles. Oui. Donc en fait, suite à ce, je ne vais pas parler trop longtemps parce que je vois que le temps va passer très très vite. Donc en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'on a cherché à mettre en place, à réfléchir à cette norme dans le cadre d'un groupe projet
à quelques-uns. Donc on n'était vraiment que 4-5 à vraiment réfléchir avec, à l'époque, Patrick comme moi. On s'est interrogé, on a lancé un appel à experts qui n'a pas été spécialement fructueux. Beaucoup de personnes ont répondu à cet appel à experts, mais en même temps, il y avait parfois des incompréhensions, ne serait-ce que même en matière de vocabulaire, et puis aussi en matière de process. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer le process d'une entreprise, par exemple, avec le process d'une ville qui est elle-même structurée avec une direction générale des services et des musées qui ne sont considérés souvent que comme des services et qui sont souvent sous tutelle. Et on ne peut pas comparer non plus cela avec le fonctionnement des grands musées nationaux, des grands EP. Donc on a lancé cet appel à experts, il n'a pas été bien compris, il a conduit à 2 plénières dans un premier temps, en 2023, et on s'est aperçu qu'on ne savait pas où aller, et on a finalement laissé un peu mûrir les choses, on en a échangé de manière informelle à pas mal de niveaux, et ce qui a joué un rôle quand même extrêmement important, c'est la présentation du manifeste sur l'éco-conception des expositions temporaires par la FNOR, par XPO, excusez-moi, qui a joué un rôle et qui nous a conduit à nous retrouver les uns les autres et finalement à nous mettre d'accord sur un mode projet, sur des groupes de travail. Alors, je vois que oui, donc dans les dates, donc, il faut donc rappeler cet appel à experts qui n'était pas spécialement fructueux en 2023, sans interrogation. Le guide d'orientation d'inspiration qui, lui, a été publié en fin 2023. L'importance, effectivement, voilà, de ce manifeste présenté il y a un an au CITEM. C'est pour ça que c'est émouvant, d'ailleurs, de se retrouver là et de faire cet état des lieux. On s'aperçoit qu'on est plus qu'au milieu du gué maintenant, grâce à la démarche d'XPO. Et peut-être photo suivante. Et par la suite, une nouvelle plénière, cette fois-ci, où on s'est tous rassemblés les uns les autres. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille vers une norme qui, au-delà des grands enjeux sur c'est quoi la transition écologique dans un musée, soit assez pragmatique, assez proche des enjeux opérationnels des établissements. Et on s'est mis en mode projet autour de la question du cycle de vie qui était le sujet du manifeste présenté par XPO. Donc il y a eu 4 groupes de travail. Ces 4 groupes de travail ont permis à tous les membres de pouvoir échanger, de pouvoir s'exprimer très librement pendant plusieurs mois. Et cela a conduit fin 2024 à resserrer la réflexion. C'est trop long. À resserrer la réflexion pour organiser des groupes de travail en mode, on va dire, plus resserré, en mode projet beaucoup plus resserré. Et on s'est mis à travailler durant 4 réunions et dans le cadre d'un workshop sur la structure de la norme, sur ce qu'on appelle le squelette de la norme, sur le plan de cette norme. Donc, et c'est là où on en est actuellement. On est à peu près d'accord sur le squelette de la norme et on va entrer dans un processus de rédaction. Donc là, c'est un processus que Svitana et Isabelle vont pouvoir vous présenter. Une fois ce premier écrit réalisé et qu'on sera tous d'accord les uns avec les autres, on est une douzaine en fait à travailler sur ce sujet aujourd'hui. Il y aura enquête publique et à l'issue de l'enquête publique, on peut espérer une publication en 2026. Donc je pense que ce qui est vraiment intéressant à retenir dans cette démarche, c'est que cela nous a conduit à nous fédérer les uns les autres, à repenser aussi nos pratiques. C'est vrai que pour avoir été moi-même directeur de musée, voilà, on se focalise sur la programmation, sur les projets d'exposition. C'est ce qui apparaît comme le plus important. Parfois, on déconnecte les projets d'exposition de l'ensemble de la vie de l'établissement. Et là, ça permet vraiment d'inclure dans le processus tous les intervenants potentiels, avant même d'ailleurs l'exposition elle-même, dès le point de départ, dès son concept, jusqu'à l'après, jusqu'à la gestion, jusqu'à la fin de son cycle de vie, la gestion de ses déchets, etc. Donc ça a été effectivement, c'est très très formateur
même pour nous. Et moi, chaque plénière, j'ai le sentiment d'apprendre énormément. Donc voilà, merci d'être très présent et je vais passer maintenant la parole aux expertes de l'AFNOR. Oui, merci David pour ce long exposé, mais très éclairant voilà, sur tout ce contexte et ces différents échanges qui ont abouti à un travail aujourd'hui qui est bien lancé après une année. Avant de passer voilà, sur la parole on va dire aux experts. Voilà. D'abord, un petit mot de Svitlana sur l'AFNOR. Qu'est-ce que c'est que la normalisation voilà, en quoi ça consiste et ce mot qui fait peur. Merci beaucoup Gaëlle et merci David pour cette excellente introduction à AFNOR. Donc bonjour à tous. Alors, quand on parle d'AFNOR, on parle tout d'abord d'un groupe. Donc c'est un groupe qui a 4 métiers, qui comporte 4 métiers, qui est normalisation, où sont développées des normes, ou d'autres documents normatifs, édition, où les normes sont publiées. Vous pouvez également faire la veille réglementaire ou normative, compétences, autrement formation, et également AFNOR certification. Alors, ça c'est un groupe. Au sein de ce groupe existe une association AFNOR, qui est association de la loi 1901 non gouvernementale qui est reconnue d'utilité publique. Donc, cette association, elle comprend la normalisation, l'édition et l'adhésion. Voilà, c'est entre les 2 principales missions d'AFNOR Normalisation, c'est de conseiller et appuyer les stratégies de normalisation aux clients d'AFNOR Normalisation et animer la normalisation nationale et représenter la France dans les instances européennes et internationales. Donc, vous verrez après, il y a un slide sur la représentation au niveau monde d'AFNOR. Voilà, il y a un petit slide. Et une des principales missions, la mission principale effectivement d'AFNOR Normalisation, c'est de développer des normes. Donc, on en a beaucoup parlé, David a beaucoup parlé d'une norme volontaire. Donc, effectivement, c'est ce que nous élaborons actuellement au sein du groupe d'experts éco-conception des expositions. Donc, comme vous voyez qu'une norme, c'est un référentiel volontaire. Vous pouvez y participer ou pas, vous pouvez y référer ou pas, donc personne ne vous oblige. Donc, c'est un document qui fournit des lignes directrices ou des prescriptions techniques ou qualitatives pour les produits, des services et des pratiques. Donc, ce sont des acteurs du marché qui proposent les normes. Donc, AFNOR ne propose jamais tel ou tel sujet. C'est toujours à la demande du client. Donc, ce qui s'est fait effectivement suite à la collaboration d'AFNOR avec le ministère de la Culture, une très très longue coopération depuis des années. Donc, c'était une des propositions, une demande du marché. Voilà. Donc, ce sont les acteurs du marché qui proposent le sujet, qui travaillent par la suite, effectivement, qui définissent eux-mêmes leurs règles, leurs prescriptions techniques, qui valident par la suite entre eux. Donc, c'est un document qui est basé sur le consensus et qui, après, doit être appliqué pour ceux qui souhaitent l'appliquer. Voilà. Et voici un petit slide pour vous montrer où se trouve AFNOR au niveau. Donc AFNOR, c'est vraiment bureau de normalisation au niveau français. Il existe d'autres bureaux de normalisation thématiques. Au niveau international, vous connaissez bien ISO, vous avez les normes ISO qui représentent niveau international, et SN ou les normes EN qui représentent niveau européen. Donc ça, c'est juste. Voilà. Pour la conservation des biens culturels, donc comme je viens d'évoquer, AFNOR travaille avec le ministère de la Culture depuis 2004, depuis un petit peu avant même, parce qu'en 2004, il était créé un comité technique européen. C'est à ce moment-là, c'était une création au niveau européen du comité technique conservation du patrimoine culturel, où actuellement sont produits les normes. Donc la commission de normalisation dont David a parlé tout à l'heure, qu'il anime en tant que président,
C'est une commission miroir, comme on dit, commission miroir française, qui représente en fait la France au niveau européen. Tout récemment, il y avait une commission ISO qui a été créée l'année dernière. Donc maintenant, il y aura des normes dans le domaine de conservation de biens du patrimoine culturel également au niveau international, au niveau ISO. Donc, en ce qui concerne les normes européennes, donc vous voyez, nous avons publié 45 normes. Donc, il existe sur les différents sujets. C'est Isabelle qui vous parlera un peu plus après sur les sujets qui existent, sur les normes qui existent dans le domaine. Nous avons 7 normes en projet actuellement. Voilà. Ici, on vous présente juste rapidement la cartographie des structures. Sachez qu'il y a des comités techniques qui créent des groupes de travail, on peut dire les groupes d'experts, qui travaillent sur l'élaboration des normes pour un sujet particulier. Par exemple, il y a un groupe de travail vitrine qui travaille sur les vitrines, ou groupe de travail sur l'éclairage, qui travaille sur l'éclairage dans les musées. Donc voilà, c'était rapidement pour vous montrer les structures qui existent actuellement au niveau français et au niveau européen. Donc souvent, une structure européenne, il y a une face et une structure française pour élaborer une position française nationale pour porter au niveau européen par la suite. Voilà, cartographie de structure. Et vous voyez tout à la fin le groupe d'experts éco-conception des expositions des biens culturels. Donc pour le moment, il n'y a pas d'homologue au niveau européen ou international. Ça, il faudra réfléchir tous ensemble par la suite s'il y a un intérêt pour porter une norme au niveau international ou pas. Je crois que voilà ce que j'ai. Alors, David a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais peut-être pas revenir sur la création, de ce groupe-là. C'est tout. Mais est-elle une question quand même? Est-elle gratuite cette norme, Svitlana? Il faut peut-être préciser. Alors oui. Tu en parles, Isabelle, peut-être, ou mais il me semble alors, que ouais, oui, les normes. Alors, ceux qui participent aux travaux d'élaboration de normes, ils ont certainement leurs exemplaires qu'ils vont avoir à la fin. En revanche, pour tous ceux qui ne font pas partie de la commission, ils devront l'acheter. Donc, le statut de l'AFNOR est confirmé par le décret de normalisation qui date de 2009. Donc, c'est le décret qui stipule le modèle économique de l'AFNOR et le modèle économique pour la vente de normes. Donc AFNOR, pour participer à la normalisation, donc il y a un billet d'entrée pour pouvoir y entrer. Et par la suite, AFNOR possède les droits sur les normes qu'il publie. Voilà. En revanche, il s'agit... Pardon ? Alors, ce qui est aussi, c'est important de relever qu'il y a une coopération entre le ministère de la Culture et AFNOR. Le ministère de la Culture participe à un hauteur très important dans les travaux de normalisation, ce qui permet en fait aux d'autres spécialistes d'entrer dans la commission à titre gratuit. Voilà, sachant que également les PME et les TPE sont exonérés. Donc, c'est vrai que peut-être dans le milieu de la culture, ça concerne beaucoup d'entreprises, les PME, TPE. Donc, l'entrée dans la normalisation est tout à fait gratuite. Oui, tout à fait. En plus, excuse-moi, Svitlana, mais comme il y a de nombreux professionnels qui participent à ce groupe de travail en fait et qui collaborent, et notamment XPO et tous les collaborateurs d'XPO ou du DS ou d'associations collaboratives seront exonérés d'après ce que qu'on... Tout à fait. Voilà. Et effectivement, le ministère finance une grosse partie de la normalisation.
Oui, non, mais j'ai cherché un autre slide que je crois qu'on a oublié. C'était pour montrer comment la norme est développée, mais c'est pas très grave. Je pense que Isabelle. Peut-être Isabelle, effectivement. Donc merci Svitlana pour cet éclairage. Isabelle donc a participé à beaucoup de normes justement pour le ministère. Donc elle connaît bien voilà ce qu'est ce travail qui est long, hein, il faut le dire, voilà, mais donc il y a plusieurs normes qui s'appliquent en tout cas au secteur muséal et qui ont été publiées ou qui sont en cours d'actualisation, donc en lien avec la transition écologique notamment. Et puis on va voir aussi comment c'est à procurer. Alors bonjour à tous. Je vais essayer de répondre déjà à une des questions pour savoir comment se procurer les normes. Et du coup, déjà une première chose, quelle qu'elle soit cette norme, elle est d'abord informative pour le domaine patrimonial en tout cas, et elle permet de se tenir au courant et de trouver la position consensuelle que des professionnels ont trouvée sur un sujet. Alors un sujet, ça peut être un sujet très technique pour les techniques d'analyse, mais aussi sur la méthodologie à mettre en place ou certaines politiques. Donc, comme là, on est au CITEM avec les musées comme épicentre, pour les musées, le rôle des normes et leur utilité, c'est en plus d'être informatif. On a insisté sur le côté volontaire et non réglementaire des normes patrimoniales, c'est qu'elles sont des facilitateurs d'échange entre les différentes parties prenantes. Alors pourquoi c'est important pour un musée? C'est-à-dire que cette facilité d'échange avec ces normes sur un sujet, ça va être pour les interventions faites avec un prestataire par rapport au musée, mais c'est aussi faciliter les échanges dans un cadre plus général de projets. Alors pour les musées, les grands projets, c'est la rénovation, la construction ou la diffusion avec les expositions. Et donc là, il faut établir un lien avec la maîtrise d'ouvrage et les différents services de cette autorité publique et les maîtrises d'œuvre qui vont vous proposer des prestations ou vous aider dans les projets. Donc, ça paraît peut-être encore un peu vague, mais vous allez voir qu'avec toutes les normes qui sont déjà publiées, on peut couvrir un certain nombre de domaines. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est de savoir comment on se les procure. Alors, Svitlana vous a expliqué que tout le monde peut acheter n'importe quelle norme. Hein. Il suffit d'aller sur le site de l'AFNOR et de choisir la norme ou les normes que l'on veut et moyennant finance, de se les procurer. Après, pour le côté musée, pour les agents, on a un autre système qui est mis en place depuis 2-3 ans maintenant, puisque le ministère participe financièrement sur ce sujet. Et donc, les agents qui sont en administration centrale, quelle que soit la direction ou le service, les services à compétence nationale, les établissements publics, les personnels en DRAC ou en DAC peuvent, via l'application Cobase, dont je vous ai mis le sigle, peuvent s'inscrire auprès de la mission de la documentation du ministère et je vous ai mis l'adresse mail de la personne qu'il faut contacter. Alors, ceux qui sont intéressés, j'aurai une petite feuille pour résumer tout ça. Et vous vous inscrivez auprès de cette personne qui va vous envoyer un lien pour pouvoir accéder à cette base Cobase. On va voir ce qu'elle vous propose un petit peu plus loin. Et si vous ne voulez pas vous inscrire ou passer par cette voie-là, vous pouvez aller directement en DRAC ou en DAC pour une consultation sur place du bouquet que la base Cobase va pouvoir vous proposer. Alors, à quoi on a accès, hein? C'est d'abord toutes les collections de l'AFNOR, mais aussi des documents repris par l'AFNOR issus des commissions européennes de normalisation et celles de l'ISO. Vous avez accès à des articles d'archives, à une revue, mais aussi des ouvrages autres sur des sujets plus globaux. Je vous ai mis à droite quelques exemples de tous les thèmes que l'on peut trouver, alors qui ne sont pas forcément
relèvent pas directement du domaine patrimonial, mais qui sont utilisés par nos laboratoires ou nos musées. Donc, il y en a un certain nombre de thèmes. Donc là, je vous ai mis ceux issus de l'AFNOR, mais au niveau ISO, on peut avoir accès aussi à un certain nombre de documentations dont je vous ai mis aussi en très résumé ici. Après, une fois que vous êtes sur Cobase, il y a des modules qui permettent de faire comme si on allait sur Légifrance avec des comparateurs entre les versions de certaines normes. Voilà. Et pour très concrètement, on vous a parlé qu'il y a un certain nombre de normes patrimoniales qui sont déjà publiées. Et donc, celles dont les collègues vont parler, l'éco-conception des expositions vont se trouver dans les recommandations générales. Il y a à peu près 8 grands thèmes que je vous expose très rapidement. Les recommandations générales, la terminologie, la conservation des matériaux poreux. Alors, dans cette catégorie, on a essentiellement des normes très techniques, scientifiques, soit sur les techniques que l'on peut utiliser dans le domaine patrimonial ou pour comprendre les échanges, par exemple, entre l'environnement et le matériau hygroscopique. Donc, c'est assez technique. On a d'autres groupes, j'ai détaillé les 2 groupes qui intéressent plus directement les musées, c'est-à-dire la gestion du climat avec la problématique du chauffage. Et celle qui est en cours là, de révision, c'est en marron, c'est celle sur la performance énergétique du bâti d'intérêt patrimonial. Donc ça, c'est un sujet d'actualité avec la transition écologique et surtout la sobriété énergétique. Ensuite, on a un autre groupe de documents dans le thème de la protection des collections. Et donc là, on en a plusieurs sur les vitrines, sur l'éclairage, la gestion des collections, la gestion pour la lutte contre les infestations, etc. Donc après, je n'ai pas détaillé, mais là, il y a l'emballage et le transport. Et donc, pour ceux que ça intéresse, il y a une petite copie papier de toutes les normes avec leur matricule et l'intitulé exact. Comme ça, vous pouvez voir tout ce qui a été publié. Et si ça vous intéresse, peut-être aller les lire. Voilà ce que j'espère de tout mon cœur. Parce que c'est très utile. Merci Isabelle pour cette présentation. Donc Hervé et Fanny, je vais vous laisser la parole sur le sommaire. En fait, David en a parlé tout à l'heure. Voilà, où en est-on donc dans la rédaction de cette norme. En fait, elle n'est pas encore rédigée. Voilà, mais quels sont les principes généraux, le sommaire qui a été défini, envisagé et le contenu. Bonjour à tout le monde. Merci Gaëlle et merci au ministère pour cette invitation. Bon, comme vous l'avez comme vous pouvez le constater, ça rigole pas quand même. Cette norme, c'est pas si simple. Et alors, en tant que Fédération XPO, on est très très content de parler aujourd'hui, puisqu'effectivement, je fais juste une petite aparté. Il y a 1 an, on a travaillé sur un manifeste de l'éco-conception avec une 50aine d'idées, en tout cas de choses à mettre en place, puisque ce qu'on voit quand même dans le domaine de l'exposition, c'est que c'est un écosystème à part entière, assez complexe. Donc l'idée de cette norme aussi, c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit simple, qui soit digeste, ce qui est encore une fois pas simple, et qui va permettre à tout le monde de s'y retrouver. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le sujet, et surtout de retrouver aussi l'entièreté des métiers de l'exposition. Parce que sans métier de l'exposition, pas d'exposition. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est un premier point. Peut-être je peux te laisser rebondir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est un travail passionnant, déjà le dire, mais difficile. Parce qu'en fait, déjà, c'est un projet autant de normalisation, je mets des guillemets à normalisation, puisqu'en fait, on cherche à faire un outil, un guide, un outil de réflexion, un outil d'aide à la décision pour l'ensemble des professionnels du monde des musées et de l'exposition plus largement. Et donc, c'est ça la gageure et c'est ça l'enjeu. Et je vais revenir sur un petit point de méthodologie. Comment est-ce qu'on travaille? Donc, c'est vrai qu'on a des gens du domaine privé, on a des gens du monde public, on a concrètement des concepteurs d'expos, de musées, des directeurs, on a des scénographes qui sont externes,
On a des spécialistes de la conservation préventive, qu'ils soient internes ou externes, des éclairagistes, des producteurs de contenu numérique, des techniciens audiovisuels, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'asseoir autour de la table tous ces gens qui ont souvent une grande pratique, professionnalisation du métier, qui ont au cœur l'envie de faire bien, l'amour du métier, mais qui ont aussi des peurs face à l'écologie, des peurs face à leur économie, à leur vie demain, des peurs face à la réglementation, dans notre pays aussi. Et donc l'idée, c'est de vraiment travailler collectivement pour mettre en place un outil de facilitation, je dirais, d'apaisement et qui apporte pragmatique, qui guide, qui apporte des outils concrets, simples. Donc l'idée, c'est pas de partir sur une norme extrêmement complexe techniquement, administrativement, mais de réfléchir aux bons repères. Donc effectivement, David, vous en avez parlé. Cet automne, on a eu on était 100 l'été dernier à être volontaires pour travailler sur la norme. Donc on a mis en place du copilotage, des groupes de travail basés sur le cycle de vie, c'est très important. Est-ce que ça parle à tout le monde, le cycle de vie? Donc l'idée de départ d'une collectivité, d'une direction de musée et sa tutelle, rénover un musée, mais réfléchir à l'ensemble du cycle de vie, donc toutes les modalités, tous les acteurs impliqués jusqu'au fonctionnement du musée, son démontage ou l'itinérance d'une expo, etc. Donc c'est vraiment Et donc c'est un écosystème d'acteurs, mais c'est aussi une approche systémique. On rencontre quelques difficultés quand même, il faut le dire, il faut oser parler. On a en France une certaine structuration, modalité de pensée et d'application du travail. On part de l'idée, on va faire un programme, on va lancer des concours à des scénographes, on va lancer des appels d'offres de production, etc. Mais dans le domaine de l'écologie, on se rend compte assez rapidement que dans le domaine de l'écologie, il faut absolument essayer coûte que coûte, de casser un peu ce système en chaîne, parce que si les idées de départ sont mal positionnées, mal ficelées, mal pensées, évidemment, on va avoir l'empreinte carbone qui va se déporter à tous les éléments de la chaîne, et on demande souvent à des entreprises privées, finalement, de fournir un effort considérable pour recadrer un travail parfois qui est mal parti. Donc cette norme, elle pense à la structuration globale des modalités de travail. Donc elle va, pour certains, être un peu déroutante peut-être. Donc on a essayé de regarder comment faire remonter une chaîne d'action qui soit la plus écosystémique possible, c'est-à-dire qui, autour de la table, donne la parole à peu près à la pluralité des acteurs qui ont une compétence et qui ont à dire. Est-ce que ça convient? Donc on est actuellement, on a resserré le cadre de travail. Donc après un automne passionnant, avec des gens parfois inquiets, des gens comme moi plutôt curieux, je dirais, amoureux de mon métier, qui voudraient continuer à faire de l'expo des musées dans un cadre plus apaisant et surtout plus apaisant pour les humains socialement et pour la planète globalement. Comment est-ce que l'on fait? Donc on a eu des discussions longues, on a essayé, tous les copilotes, on était 8, mais on était 100 à la table de travail, de réfléchir aux éléments les plus saillants avec le ministère, avec AFNOR, avec tous les collègues. Et puis, c'est vrai qu'on a abouti en janvier sur un cadre plus resserré. On avait assez d'éléments pour proposer un sommaire qu'on va vous présenter. La suite du travail, c'est une phase de rédaction ce printemps, une phase d'harmonisation, de relecture pour toutes et tous qui le souhaitent. On est dans une phase active. Si des gens veulent participer actuellement à cette norme, ils sont les bienvenus, avec une phase d'été assez longue de relecture et d'automne. On va sur un calendrier, c'est juste à l'automne d'une enquête publique, mais on est prudent, on se rend compte de la complexité. Donc, on a des jeunes, on a des gens très expérimentés, on a des jeunes qui s'inquiètent, on a des jeunes qui ont des nouvelles méthodes. Enfin, je parle un peu de méthodologie parce que c'est vraiment essentiel. On doit être représentatif de toutes les institutions, qu'elles soient très grosses, on en a parlé, qu'elles soient nationales ou en région, qu'elles soient en outre-mer, qu'elles soient publiques mais aussi privées, qu'elles soient toutes petites. On se rend compte quand même que la réalité écologique, la boîte à outils écologique, elle est beaucoup plus immédiate dans les petites structures qui parfois manquent de moyens, où on fait avec une logique de terrain, d'efficience et dont les circuits courts sont plus concrets.
Oui, et surtout, cette économie de l'éco-conception, elle existe déjà depuis très longtemps. Donc, encore une fois, cette norme, elle ne vise pas à inventer quelque chose, elle vise plutôt à réinventer quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps et à la mettre, on va dire, surtout à imaginer l'éco-conception le plus en amont possible, ce qui est, on va dire, vraiment le sujet le plus difficile et le plus délicat. Alors j'imagine dans d'autres secteurs aussi, mais particulièrement dans le secteur de la culture. Donc cette norme, elle va avoir besoin d'être expérimentée, elle sera sûrement pas toujours aimée, mais c'est pas très grave. Je pense qu'il faut qu'elle soit essayée, il faut qu'elle soit tentée. Il faut qu'elle puisse vous aider à cadrer les choses, à essayer d'harmoniser. Ça, c'est vraiment, encore une fois, le sujet de cette norme. Donc et je reviens sur ce que tu disais aussi, Hervé. Il nous manque peut-être quelques métiers encore. Je pense à des juristes sur la rédaction des marchés publics. Si vous avez envie d'intégrer ces groupes de travail, on vous attend avec impatience. S'il y a des secrétaires, s'il y a des directeurs, directrices, conservateurs, n'hésitez pas à intégrer nos groupes de travail. On a aussi besoin de vos retours. C'est un travail important qu'on fait tous de manière bénévole, je tiens aussi à le rappeler. Et on a besoin aussi de vos savoirs sur ce sujet-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir intégrer les groupes de travail. Entre guillemets, on a déjà fait une bonne partie du boulot, mais on sait qu'il manque encore certaines choses dont on a besoin. On a besoin de ça, on a besoin de vous. Donc vraiment, on vous attend avec hâte. Peut-être sur le plan envisagé, donc c'est un plan assez simple, avec une introduction, le domaine d'application, ça c'est vraiment important, c'est très lié à la norme. Une chose aussi, c'est que cette norme, elle n'arrive pas de nulle part, puisqu'elle est aussi basée sur une norme éco-conception qui existe et qui a été revalidée en septembre dernier, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'appelle la NF X30-264. Je vous invite à aller voir. Elle est assez courte, elle est assez facile à lire, elle est forcément très compréhensible. Voilà, donc on ne part pas de nulle part non plus, on s'adosse à des choses qui existent déjà. Ça, c'est vraiment important. Donc on aura une introduction, le domaine d'application, les termes et les définitions. Hyper important, parce ce qu'on se rend compte aussi dans cette question de normes, c'est que nous n'avons pas tous le même vocabulaire. Nous n'avons pas tous la même définition des choses. Peut-être les mêmes objectifs, c'est logique. Mais voilà, on va essayer aussi de venir travailler toutes ces questions. Principes généraux de la démarche d'éco-conception, basés bien entendu sur le cycle de vie. Ça, je le rappelle, mais je pense que, encore une fois, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites partout. Et donc, c'est peut-être aussi le moyen d'acculturer un peu tout ça, cette norme. Et donc, on va bien entendu être centré principalement sur le cycle de vie d'une exposition, donc de son idée à sa fin de vie, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Comment on va mettre en œuvre l'éco-conception, les recommandations et les annexes qui seront, je l'espère, et on va y travailler, un point très important, puisque l'idée c'est aussi de pleuder vraiment cette norme avec plein d'outils qui existent déjà, qui sont fonctionnels, qui sont en cours de création, des calculateurs, des plateformes de calcul d'impact environnemental, des checklists, vraiment des petits outils rapides et concrets pour vous aider. Encore une fois, l'idée de cette norme, c'est que vous puissiez vous en accaparer, que vous puissiez la tordre de tous les côtés pour qu'elle vous aide à faire le maximum. Voilà. Je peux, si tu le souhaites, parler un petit peu du cycle de vie. Donc, il a fallu s'entendre en fait collectivement pour essayer de trouver une manière de représenter pour toutes et tous l'idée d'un cycle de vie. Ok. Je ne sais plus, on est... Pas grave. Un cycle de vie pour toutes et tous, ce n'était pas évident. On s'est entendu sur un premier item, un premier chapitre qui concerne l'expression du besoin et la définition du projet, qui concerne les tutelles, bien entendu, parce qu'on se rend compte sur le terrain qu'il peut y avoir une différence entre une direction d'établissement qui veut aller dans l'éco-conception et la question des moyens et du soutien de la tutelle ou de la mutualisation à l'échelle d'un territoire. Donc on a insisté, on aura toute une partie de la norme qui travaille sur cette expression du besoin et définition du projet qui nous semble absolument fondamentale, c'est-à-dire la base de tout projet. Ensuite, on s'est entendu sur un second chapitre dans la norme descriptive qui aura trait à la question du concept du projet, qui permettra d'aborder la question de la planification d'un projet, la question de ses budgets de projet, de ses contenus, de ses collections. Donc comment
Et puis, évidemment, la norme, donc je le disais, c'est une boîte à outils. Et elle va beaucoup insister sur le travail qui est à faire en amont, au sein des collectivités, tout type confondu, qui lancent et pilotent des projets. Eux aussi, de leur côté, ils ont un travail de recensement de ressources diverses et variées, qu'elles soient de ressources humaines, qu'elles soient liées à la collection, qu'elles soient financières, qu'elles soient liées à la formation, à la documentation. Il y a tout un travail à faire en amont pour stabiliser un projet afin de pouvoir le piloter de la manière la plus écologique et j'ai envie de dire sociale, positive possible. Ensuite, il y a un petit peu un enjeu en France notamment autour de la question du programme muséographique et du projet scénographique. On a souhaité dans cette norme regrouper sous la même entité la scénographie et la muséographie. Alors, elle se travaille différemment selon les collectivités, selon les musées. Mais il nous semblait fondamental de faire en sorte que la norme fasse la synthèse de ce qu'on appellerait un projet d'exposition, c'est-à-dire fond et forme, avec l'idée bien sûr que la forme est un sujet de fond également, qui sert un propos, et non pas une expression d'une direction muséographique et une mise en forme. Je ne sais pas si je suis compréhensible. Mais pour nous, c'était fondamental de faire changer cette dynamique. Donc, elle touche même à la structuration, le process, la manière de faire expo. C'est important. On a, bien sûr, après, toute une phase liée à la réalisation des travaux scénographiques mais muséographiques, puisqu'on a une dynamique écologique aussi selon les choix d'orientation de contenu, des productions qu'on va engager. Donc vous l'avez compris, à tous les stades de projet, il y a une analyse fine de la dimension écologique et sociale pour faciliter. On aura une partie liée très clairement à la logistique des collections. Toute la logistique des collections, on est quand même dans la question du musée, dans la question du patrimoine et de la collection. Au départ, l'installation des contenus, les chantiers, un point sensible de formation des personnels, parce qu'on le sait trop souvent, on est tous volontaires pour faire de l'écologie, mais on a quand même besoin d'être encadrés, formés, entourés. Alors, c'est l'idée de cette norme qui va référencer, tu en parlais tout à l'heure en annexe, des bonnes pratiques, des exemples, etc. Et puis, un chapitre dédié au devenir, au réemploi, recyclage, etc. Ça, c'est très important. Donc, je ne sais pas si tu veux prendre la suite. Alors, il y aura une partie sur la capitalisation, effectivement, donc plutôt le recueil des données. Cette norme, elle peut aussi vous inviter à essayer d'organiser la question de la donnée qui est très très large. La donnée, ça veut tout et rien dire, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vous aider à peut-être réutiliser les éléments que vous avez fait sur une exposition, sur une autre exposition, des inventaires, des fiches, on va dire, plus stratégiques. Combien de tonnes de bois j'ai utilisé cette année, combien de tonnes de métal, etc. etc. Je passe tous les détails, mais en tout cas d'aller regarder une capitalisation de choses que vous avez toutes et toutes dans vos ordinateurs, dans vos fiches Excel, et de savoir comment on peut se saisir de tout ça aussi. Il y aura aussi un point important sur le cas, on n'en a pas parlé, mais c'est une exposition temporaire. C'est une norme sur l'exposition temporaire et permanente. Donc il y aura bien entendu le cas de l'exposition permanente et le cas bien détaillé de l'exposition temporaire. À ce titre, on va faire à chaque fois un chapitre dédié au pilotage de projet avec maîtrise d'œuvre ou sans maîtrise d'œuvre. Il est des cas, on n'a pas toujours le budget ou la capacité ou la taille du projet ne nécessite pas toujours d'avoir une maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est très important pour nous. Parce qu'un des soucis, c'est vraiment qu'elle puisse être un outil utile à toutes et tous, à toute l'échelle de territoire et configuration d'institutions. C'est très important. Donc c'est un système qui permettra d'avoir des bons réflexes. Pareil, une norme, ce n'est pas l'idée de l'appliquer de A à Z, ça c'est très important. C'est l'idée de trouver au sein de cette norme des éléments qui me concernent en tant qu'institution, parce que je peux agir peut-être en mutualisation de collections, mais je peux moins agir sur le bâti dont j'hérite, et peut-être que je n'ai pas la main sur les conditions climatiques du bâtiment. Néanmoins, je peux faire un effort sur la scénographie, le mobilier ou la question des publics. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment essayer d'expliciter l'ensemble du système expographique, comment il se conçoit, comment il se vit, comment il se fabrique, et de pouvoir donner des repères simples à toutes et à toutes pour aller chercher au bon endroit des outils.
Oui, et peut-être pour terminer, puisque je pense qu'on arrive sur l'heure, la question de... Alors c'est vrai que normes, ça fait peur. Même nous, au départ, on s'est vraiment posé la question de savoir s'il fallait qu'on y aille ou pas. Il nous a semblé important d'y aller, je le répète, mais les questions de l'éco-conception, c'est vraiment une question de compromis. Voilà, je pense que c'est un mot important à retenir. Le compromis, c'est vraiment ça qu'il va falloir retenir de cette norme. Et on a, on a hâte d'avoir vos retours, vos questions. Peut-être qu'on peut donner le micro à la salle. J'espère qu'il y a plein de questions. Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Parce que rappel, donc la norme, c'est un consensus. Hein, donc c'est pour ça que appel à candidature pour ceux qui veulent nous rejoindre, rejoindre le groupe d'experts. Et effectivement, voilà, si vous avez des questions sur n'ayez pas peur. Ce document à venir. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Moi, je vais revenir au tout début de la présentation, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est pourquoi une norme qui est volontaire et informative, elle est payante. Pourquoi on doit payer pour... Enfin, déjà, on paye pour avoir quoi? Pour avoir accès à la donnée. On paye pour avoir une sorte de label comme quoi on est conforme à la norme. Pourquoi on paye et qui paye? Vous payez, alors c'est comme un livre. Pour acheter un roman, il faut payer pour acheter un roman. On peut dire que c'est la même chose. En fait, comme j'ai dit au tout début, c'est le décret ministériel de 2009 qui précise que les droits d'auteur sur les normes reviennent à AFNOR. Donc AFNOR, c'est une association, il n'a pas de bénéfice. Donc, les droits aux normes reviennent à AFNOR. Donc pour vous expliquer. Mais si, excusez-moi, du coup je me permets de répondre, mais si on veut que ce soit diffusé au plus grand nombre et que ça s'applique de la manière la plus large possible, le fait de rendre ça payant, de rendre accès à l'information payant, est un problème, je pense. Il y a un manque d'information là quelque part. Oui. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Oui, alors il y a un certain nombre de choses. Déjà, même si on travaille dans le cadre de l'AFNOR, il y a un travail de fait et le travail n'est pas, gratuit. L'AFNOR, elle doit continuer à vivre. Ça, c'est une chose. Mais comme l'a dit Svetlana pour un roman, là, je vous ai montré qu'il y a un moyen de se procurer les normes ou de les consulter gratuitement. Donc, c'est... Oui, vous pouvez aussi, en dehors de le cas, je ne sais pas, vous appartenez au musée ou vous êtes privé? Moi, personnellement, je suis scénographe d'exposition. Voilà. Vous pouvez également, donc la norme pour vous sera gratuite. La norme est gratuite parce que vous faites partie en fait d'une association et je suppose qui participe à la rédaction de cette norme. Oui, mais imaginons, je ne suis pas membre de l'association des scénographes. Alors, vous pouvez consulter toutes les normes, vous pouvez consulter gratuitement dans toutes les antennes AFNOR. Il y en a une petite dizaine sur le territoire français. Donc, vous pouvez les consulter gratuitement également, si vous souhaitez, avant de l'acheter, de se procurer là. Voilà. Alors, pour revenir à ce que vient de dire Isabelle, pour participer à la normalisation internationale et européenne, ISO-UN, que vous connaissez tous, donc AFNOR doit débourser 3 millions d'euros par an, par exemple. Donc, pour pouvoir financer cela, donc effectivement, AFNOR, c'est comme une autre entreprise qui doit pouvoir vivre. Donc, AFNOR prend une source de revenus, c'est la participation à la normalisation des entreprises ou des ministères et la vente de normes. Voilà. C'est comme vous êtes, c'est une entreprise aussi qui rend les services. J'imagine que vos services ne sont pas gratuits, madame. Donc voilà. Moi, je ne comprends pas non la plus. Norme, après, si on revient sur le coût de la norme, il s'agit d'une quarantaine d'euros, 40-50 euros que vous procurez. Effectivement, il y a des révisions des normes et il s'agit
peut-être une révision tous les 5 ou 10 ans. Donc, vous vous procurez comme un manuel pour un modique somme de 50 € que vous possédez par la suite pendant 5 ou 10 ans pour le besoin de votre métier. Ok, merci. On ne va pas rester 4 heures là-dessus, donc je vais vous passer la parole aux autres questions. Je n'ai pas entendu, madame. Bonjour, Madame Souchet. Donc, je suis une directrice de Petit Musée de France. Question, une fois qu'on s'est procuré la norme, est-ce qu'il y a une façon de certifier qu'on est conforme à la norme? Non. Les normes patrimoniales ne sont pas des normes de certification. D'accord. D'accord. Après, informatif. on suit ou on ne suit pas. Et donc là, en l'occurrence, pour cette norme éco-conception, la transition écologique, le développement durable, en fait, on l'a fait à l'échelle qu'on veut, avec les moyens qu'on veut, on avance. L'important, c'est d'avancer sur le sujet. Après, on est bien conscient qu'on ne peut pas être au maximum sur tous les points. La norme, elle balaye tous les points sur lesquels on peut agir et avancer dans le domaine de la transition écologique. Après, c'est à vous de voir, en fonction de vos moyens humains, techniques et financiers, sur quel aspect vous allez avancer. Peut-être que vous aurez l'occasion d'avancer sur tous les aspects, peut-être que sur un ou deux, et puis après, vous allez compléter. Ce document, il est là pour synthétiser et vous présenter toutes les pistes possibles, voire certains outils, pour que vous les appropriez et que vous puissiez avancer. C'est l'objectif principal de cette norme. Parce que la transition écologique, on peut la faire à toutes les échelles, dans tous les domaines. Donc, on est bien, voilà, on ne peut pas tout faire de front. Donc là, on vous aide à choisir l'endroit où vous pouvez le faire. Voilà. Merci. Est-ce qu'il reste des questions ? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a merci aux intervenants. Et puis, donc, il y a de la documentation voilà, à disposition pour ceux qui sont intéressés. Et je crois qu'il y a une autre... ça enchaîne, je pense, avec un autre groupe. Merci, Maxime.